Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. À la une de cette édition, la reprise des cours dans les universités publiques, une rentrée timide à Gamal et Sonfonia. Pour cette première journée, le personnel d'encadrement était soumis à un test de dépistage. 57 000 personnes vivantes avec le sida sont effectivement prises en charge en Guinée, un chiffre rappelé à l'occasion de ce 1er décembre, la journée mondiale dédiée à la lutte contre cette maladie. Les ARV sont disponibles. Et puis des enfants siamois nés à Passaya dans Farana, ils sont actuellement pris en charge à l'hôpital régional. La mère n'a pas survécu hélas à l'accouchement, mais les bébés se portent bien. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information qu'on ouvre avec cet arrêté de la présidence de la République, cabinet du ministre d'État chargé des affaires présidentielles, portant création de la commission d'organisation de l'investiture du président de la République. Le ministre d'État, vu la Constitution, arrête. Article 1er. Il est créé une commission nationale d'organisation de l'investiture du président de la République. Article 2. La Commission nationale d'organisation de l'investiture du président de la République a pour mission la préparation et l'organisation des cérémonies liées à l'investiture du président de la République. Article 3. La Commission nationale d'organisation de l'investiture du président de la République est composée comme suit. Président Dr Mohamed Diané, ministre d'État chargé des affaires présidentielles. Première vice-présidente honorable Adia Jalikatou Diallo. Deuxième vice-président Elhadj Papakoli Kourouma, ministre d'État. Troisième vice-président M. Ousmane Ba, ministre d'État. Quatrième vice-président honorable Jean-Marc Teliano. Porte-parole M. Aboubakar Silla, ministre d'État. Premier rapporteur général, M. Mamadi Touré, ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Deuxième rapporteur général, Mme Sona Baro, directrice générale de la coopération et de l'intégration africaine. Membres, la présidence, la primature, la grande chancellerie de l'Ordre national du mérite, ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, ministère de l'administration et de la décentralisation, ministère du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat, ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, ministère de la jeunesse et de l'emploi jeune, ministère de la sécurité et de la protection civile, ministère de l'information et de la communication, ministère des postes, des télécommunications et de l'économie numérique, ministère des sports, de la culture et du patrimoine historique, ministère de la Santé, le ministre porte-parole du gouvernement, le directeur du protocole d'État, l'intendant général de la présidence de la République, l'administration générale et du contrôle des grands projets, le chef d'état-major particulier du président de la République, le gouverneur de la ville de Conakry, le maire de la commune de Kaloum, la maire de la commune de Kaloum. Article 4. La Commission nationale d'organisation de l'investiture du président de la République sera constituée de sous-commissions composées de représentants des structures pertinentes et des personnes ressources. Ces sous-commissions sont 1. Sous-commission protocole et réception des hôtes. Président Mamadi Senkon Kaba, ambassadeur, directeur général du protocole d'État de la présidence. Premier vice-président, Framori Mara, directeur général du protocole au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Deuxième vice-président, Malik Sankon. Rapporteur, Seydou Kabassan Keita, chef protocole de la première dame de la République. 2. Sous-commission hébergement et transport. Président, M. Kabinet Silla, intendant général de la présidence. Premier vice-président, Chérif Haïdara, primature. Deuxième vice-président, Cheikh Bamigui Touré, directeur général des garages du gouvernement. Rapporteur, Namori Kourouma, intendance de la présidence de la République. 3. Sous-commission cérémonie d'investiture. Président, M. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, ministre d'État. Deuxième vice-président, M. Fantamadi Kondé, secrétaire général de la Cour constitutionnelle. Rapporteur, M. Souleymane Traoré, juriste. 4. Sous-commission sécurité. Président, M. Albert Damantan Camara, ministre de la Sécurité. Premier vice-président, général Ibrahima Baldé, haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire.
Deuxième vice-président, général Ansouman Kamara, directeur général de la police nationale. Rapporteur, lieutenant Mohamed Saïd Sako du BSP. 5. Sous-commission médias et communication. Président, M. Amara Somparé, ministre de l'information et de la communication. Première vice-présidente, Adja Aïssatou Bella Diallo, ministre conseillère à la présidence. Deuxième vice-présidente, honorable Domani Doré. Rapporteur, honorable Souleymane Keita. 6. Sous-commission mobilisation. Président, M. Mokhtar Diallo, ministre de la jeunesse et de l'emploi. Premier vice-président, Mme Mariam Kamara Sogipa, ministre. Deuxième vice-président, le gouverneur de la ville de Conakry. Rapporteur, M. Djoumé Sangaré, ministère de l'Industrie. 7. Sous-commission santé. Président, colonel Rémi Lama, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Premier vice-président, Dr Sakoba Keita, directeur général de l'ANSS. Deuxième vice-président, Dr Adja Fatou Sike Kamara, directrice générale de l'hôpital Donka. Rapporteur, Dr Naman Keita, PCA de la SEG. Article 5. Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 1er décembre 2020, signé Dr Mohamed Djani. Et puis ce communiqué qui suit directement, les membres de la Commission nationale d'organisation de l'investiture du président de la République sont invités à prendre part à une réunion de travail le mercredi 2 décembre 2020 à partir des 16h au palais Sékou Touréa, signé Dr Mohamed Djani, président de la commission. Ce 1er décembre est une journée spéciale, d'abord pour l'éducation avec la rentrée des classes au niveau de l'enseignement supérieur. Gamal et Symphonia ont repris du service de façon assez timide. C'est du moins le constat fait par une équipe de la télévision nationale qui s'est rendue dans ces deux universités. Mamadou Saliouba. À l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, tout comme à l'université générale Lansana Conté de Symphonia, la reprise des cours est timide ce mardi. Dans ces deux institutions d'enseignement supérieur, cette première journée est consacrée au dépistage du Covid-19 du personnel d'encadrement. Comme on ouvre les classes dans un contexte de pandémie, donc il fallait prendre des dispositions par rapport à cela pour ne pas qu'il y ait de cas de coronavirus au sein de nos campus. Les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en collaboration avec l'ANSS, ont proposé une série de tests au niveau, pour le moment, du personnel toutes catégories confondues. Notre souhait est de ne pas avoir même un seul cas à l'Université générale de Symphonia. Parce que nous allons commencer, bien sûr, avec l'observation des mesures barrières. Si on est sûr que tous ceux qui sont en classe sont exempts de ce virus, ça nous met vraiment en sécurité pour donner des cours dans de bonnes conditions sanitaires. Dans ces deux universités visitées, peu d'étudiants ont répondu à l'appel. Mais certains enseignants, après le passage devant les équipes sanitaires, ont dispensé le premier cours devant un effectif réduit. Les premiers jours, les étudiants viennent difficilement, mais on ne peut pas refuser ceux qui viennent, parce qu'ils ont payé de l'argent pour être ici et nous sommes venus pour eux. C'est pour cette raison que nous sommes condamnés à leur donner le cours comme si la classe était pleine. Les cours ont effectivement démarré, les étudiants sont en classe, les enseignants sont là, mais nous avons tenu à respecter les instructions données par le gouvernement. Cette année, les cours démarrent dans un contexte de crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19. À Gamal et à Symphonia, des kits sanitaires sont installés à plusieurs endroits et le port du masque est obligatoire. Au niveau du préuniversitaire également, c'est la reprise des cours et en ce premier jour, des engagements fermes sont pris. Beaucoup d'encadreurs prédisent une année scolaire réussie malgré la crise sanitaire. C'est le cas dans les établissements de la commune de Matoto où nous nous sommes rendus. Reportage Mounir Bari, Ousmane Bar. Les établissements scolaires du pays ont ouvert leurs portes ce mardi 1er décembre 2020.
Tôt ce matin, élèves et encadreurs ont répondu massivement à l'appel du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Avec cette détermination, les responsables d'école comptent œuvrer pour une année scolaire réussie. Partout où nous sommes passés, les dispositions sanitaires sont respectées. Nous vous rassurons donc que les cours qui ont commencé aujourd'hui seront suivis dans la sérénité et dans les pratiques hygiéniques pour nous permettre d'avoir, n'est-ce pas, un savoir et savoir-faire dans nos établissements. D'une manière générale, partout où nous sommes passés, nous avons compris que les élèves ont réellement répondu à l'attente de l'ouverture. Dans toutes les classes, on a constaté les présences effectives et de l'élémentaire et du secondaire. Du Ratouma à Matam, en passant par Matutu, la présence massive des élèves et enseignants est effective. Après la pré-rentrée scolaire et la rentrée officielle, des équipes mixtes d'inspection sont déployées sur le terrain pour corriger les anomalies. Il y a une répartition des programmes. Ce n'est pas parce que tel élève n'est pas venu le 1er décembre que les cours vont s'arrêter. Les cours vont continuer. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation tient au respect des consignes édictées, notamment le port de masque et la distanciation sociale. Il rassure élèves et parents d'élèves sur son attachement à qualifier l'enseignement guinéen. À l'occasion de cette rentrée, le centre Sogué reçoit des fournitures scolaires pour faciliter l'apprentissage des malvoyants. C'est un don du groupe Lions Club Conakry Tatami. La démarche vise à permettre aux enfants à déficience visuelle de reprendre le schéma de l'école. Moussa Komara. C'est un exercice quotidien pour le Centenary Lions Club Conakry. Apporter du sourire à ces personnes à déficience visuelle du centre Sogué, 85 élèves bénéficient cette année chacun, un sac et une tenue, plus les frais de couture. Nous intervenons sur le point où ça fait plus mal. L'année passée, c'était des bristoles parce qu'il y avait le manque de bristoles. Cette année, c'est des tenues et des sacs parce que l'école en avait besoin. Si l'année prochaine, ce sera des paires de lunettes, nous allons offrir des paires de lunettes. Cette bouffée d'oxygène intervient alors que la rentrée scolaire est fixée pour ce mardi 1er décembre. Une rentrée qui se tient dans un contexte difficile de crise sanitaire. L'occasion pour Idiatou Bari, élève de la 9e année et ses encadreurs de manifester leur joie et toute leur reconnaissance aux donateurs. Je suis très heureuse et je les remercie très bien. Ça va nous aider à reprendre les cours le mardi. On sera très fiers. Pour le centre Sogué des aveugles, pour ces déficients visuels, je leur dis merci. C'est seulement Dieu qui va les payer. L'expérience de ce centre Sogué en matière d'éducation spéciale se caractérise par des résultats très satisfaisants. En 2020 par exemple, le taux de réussite pour l'examen d'entrée en 7e année est de 100%. Notre souhait, c'est l'appui fondamental du gouvernement, des partenaires financiers et des personnes de bonne volonté, des personnes de cœur, des femmes et des hommes qui vont nous écouter. Il faudrait qu'ils nous assistent à avoir des parrains, à prendre ces enfants dans les écoles, car sur le plan du matériel, c'est du matériel qu'on n'en trouve pas en Guinée, il faut par commande. Mais aujourd'hui, grâce à beaucoup d'autres partenaires, le matériel, alhamdoulilah, on en a encore un peu. Le centre a fait ses toilettes et est prêt à accueillir les élèves. Le Lions Club International réitère ici son engagement pour satisfaire cette catégorie de la population à déficience visuelle. Dans l'actualité nationale encore, l'implication des députés dans la lutte contre la drogue au niveau sous-régional. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale a pris part à une rencontre par visioconférence sur cette problématique. Il s'agissait pour les délégués des structures membres de l'Union parlementaire de procéder à un partage d'expériences. François Lamar. C'est par cette vidéoconférence que la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, représentant le président de l'institution parlementaire guinéenne, a éclairé la position du Parlement et du gouvernement guinéen dans le contrôle des drogues en Afrique. Il a été question d'exposer liminaire pour convaincre tous les participants de la nécessité de revoir, de reformuler les lois nationales, de les adapter
à des approches beaucoup plus novatrices et beaucoup plus porteuses. Les lois qui pénalisent et tout ça ont montré leurs limites. Une loi type a été votée au niveau de la CEDEAO et cette institution encourage les États membres à internaliser les dispositions pour pouvoir mettre l'accent désormais sur l'aspect sanitaire. La séance virtuelle à l'initiative de l'Union interparlementaire en partenariat avec la Fondation Kofi Annan vient ainsi renforcer et encourager la position de plusieurs pays africains déterminés à revoir leurs textes de loi pour les adapter à la loi type sur la lutte contre les drogues en Afrique de l'Ouest. C'est un message au gouvernement pour que le projet de loi concernant le contrôle de la drogue qui est initié, cet avant-projet de loi puisse suivre le processus et nous attendons la saisine de l'Assemblée nationale très prochainement pour que les députés puissent se plancher sur ce projet de loi. Nous allons amender pour être en conformité avec les conventions internationales et aussi il faut légiférer dans le cadre aussi des droits humains et aussi prendre en compte l'aspect sanitaire. La démarche de la Commission ouest-africaine sur les drogues en collaboration avec l'UIP interviennent à un moment où les lois jugées trop répressives en vigueur dans nos pays souffrent dans leur application. L'autre actualité qui fait de ce 1er décembre une journée spéciale, c'est la lutte contre le sida. Hier, on a suivi les engagements du Premier ministre, les engagements du gouvernement rappelés par le Premier ministre. On a noté entre autres l'accès des malades aux antirétroviraux, pas de rupture dans l'approvisionnement, nous dit-on, et 57 000 personnes infectées sont sous traitement. Ça marathonne. Au quartier Kamayenne, le centre DREAM, l'un des sites de prise en charge du VIH-Sida en Guinée. Dans ces laboratoires, plus de 2800 personnes vivant avec le VIH-Sida sont suivies depuis quelques années. Malgré la pandémie du coronavirus cette année, aucun impact négatif n'est enregistré sur la chaîne de prise en charge, notamment dans l'approvisionnement des antirétroviraux. Compte tenu du temps de confinement, donc nos patients qui se trouvaient à l'intérieur avaient des difficultés de se rendre ici pour chercher les médicaments. Mais grâce à l'appui du programme de lutte contre le sida et à travers le ministère de la Santé qui a mis à notre disposition 6 mois de médicaments pour ravitailler les patients, le temps pour eux de rester pour ne pas avoir les difficultés pour la prise de médicaments. En Guinée, plus de 120 000 personnes vivent avec la maladie, soit un taux de prévalence de 1,5%. Pour freiner sa propagation, plusieurs centres de dépistage et de prise en charge sont ouverts à travers le pays. De nos jours, 57 000 porteurs de la maladie sont sous traitement antirétroviral ARV. Malgré ces efforts du gouvernement et ses partenaires, ces centres sont parfois confrontés à certaines difficultés comme l'abandon du traitement de certains patients. Nos difficultés, c'est au niveau des patients. Les patients qui abandonnent. Parce qu'ils viennent dans un état vraiment avancé. Une fois qu'ils retrouvent la forme, pour eux, malgré des multiples sensibilisations, des multiples conseils, il y a certains qui abandonnent. Ils abandonnent, pour eux, ils sont guéris. Et après 1 an, 2 ans d'abandon, ils reviennent encore dans un état vraiment critique. Pour aller vers l'élimination du VIH-Sida d'ici 2030, l'Organisation mondiale de la santé s'est fixé 3 objectifs. Faire de telle sorte que 90% des personnes dépistées positives connaissent leur statut sérologique, placer 90% des personnes dépistées positives sous traitement antirétroviral et 90% des personnes sous traitement antirétroviral ayant leur charge virale indétectable. Un reportage signé Sam Marathon. Et pour parler donc de la lutte contre le sida, des efforts qui sont en train d'être fournis, je reçois sur ce plateau Dr Youssouf Koïta. Il est le coordonnateur national de la lutte contre le sida et les hépatites. Bonsoir docteur. Bonsoir. Monsieur. Merci d'être sur ce plateau pour parler donc de cette pandémie. Vous avez suivi dans le reportage 127 000 personnes officiellement recensées vivantes avec le sida, mais seulement 57 000
sont sous traitement. Il y a un écart de 63 000 personnes. Comment explique-t-on cet écart? Alors je pense que la question est très très bien posée. Les 127 000 personnes, c'est une estimation de la population séropositive en Guinée. Elle est calculée sur la base du Spectrum. Le Spectrum est un logiciel du système des Nations Unies, notamment de l'UNICIDA, qui fait une estimation de la population séropositive dans un pays. Donc, en soi, c'est une estimation. Cela ne veut pas dire que nous avions 127 000 personnes séropositives sous la main. Non, c'est une estimation. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les personnes qui sont sous traitement antirétroviral ont été effectivement dépistées. Donc sur les 127 000 personnes supposées séropositives, nous avons pu dépister, mettre la main sur 57 000, à peu près 60 000 personnes, et sur lesquelles 57 000 sont sous traitement. Donc il y a un effort considérable. D'où la nécessité, comme on est en train de le dire, de faire un dépistage, de continuer à travailler dans le dépistage. Pour que chacun puisse connaître un peu sa situation sérologique. Effectivement. Alors, puisqu'on parle d'efforts qui sont en train d'être fournis, est-ce que nous avons suffisamment d'ARV, de stock, pour pouvoir prendre en charge toutes ces personnes-là? Bien sûr. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la cohorte du traitement antirétroviral des malades augmente, au fur et à mesure, et l'État et les partenaires vont mettre en place les financements nécessaires pour la prise en charge. Le reportage vient de nous montrer un des 147 sites de prise en charge. DREAM est l'un des 147 sites de prise en charge qui existent en Guinée. Ça, c'est en dehors des sites qui font la prévention chez les femmes enceintes. On en a 110 centres. 410 centres de santé qui font de la prévention chez les femmes enceintes et à peu près 110 centres de santé qui font le dépistage. Donc en termes de traitement médical, là où on reçoit les traitements antirétroviraux, nous en avons 147 sites en Guinée, dont DREAM que vous venez de voir qui est situé dans la commune de Dixil. Docteur Koita, concrètement, est-ce que la pandémie est en progression? Ça stagne ou elle régresse? Elle est stagnante. Elle est stagnante. Elle est stagnante. Depuis plusieurs années, elle est stagnante. Mais bien sûr, c'est un effort de longue haleine, la lutte contre le VIH-Sida. Parce que, en principe, les personnes qui sont censées qui se contaminent aujourd'hui, nous ne pouvons le rattraper que peut-être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parce qu'on peut vivre avec le VIH sans être malade pendant 10 ans. D'accord. Pendant un minimum de 10 ans. Tu peux être infecté par le VIH sans le savoir. C'est pourquoi l'effort que nous devons faire aujourd'hui, c'est que chacun doit se faire dépister sans qu'il ne se sente malade. Il y a un autre effort peut-être à faire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la lutte contre le sida est en train d'être un peu, je dirais pas minimisée, mais est en train d'avoir moins d'impact à cause des épidémies que nous avons traversées, Ebola un temps et maintenant le coronavirus? Est-ce qu'une épidémie n'en cache pas une autre? Et ça pourrait être le cas. Nous avons malheureusement connu le cas avec l'épidémie d'Ebola, mais nous en avons tiré les leçons. Ce qui fait que la Covid n'a pas eu de l'impact très important sur le VIH, en tout cas d'impact financier. C'est-à-dire que tous les financements qui étaient mis en place pour la lutte contre le VIH ont été intégralement utilisés dans la lutte contre le VIH-Sida. Évidemment, par rapport à la Covid, nous avons eu malheureusement une période où nous n'avons pas pu avoir des intrants pour la mesure de la charge virale du fait des gels des vols aériens. Mais c'était dans l'intervalle de 2 à 3 mois. Et dès que les vols aériens ont été rétablis, nous avons commencé à recevoir des réactifs pour la mesure de la charge virale. En dehors de ce cas spécifique, il n'y a pas eu d'interruption et la Covid n'a pas eu d'impact aussi important sur la lutte contre le VIH. Dernière question, juste en quelques mots, puisqu'on est légèrement pris par le temps, vous nous rassurez ici que la prise en charge est effective et que le stock d'antirétroviraux aussi est là, il n'y a pas eu de rupture. Nous avons suffisamment d'antirétroviraux, il n'y a pas de rupture. Les patients sont répartis dans les 147 sites de prise en charge. Ils peuvent aller se faire prendre les médicaments, suivre les traitements et maintenant bénéficier de la mesure de charge virale
toute la qualité de la prise en charge est requise. Nous avions assez de partenaires qui nous accompagnent. C'est le Fonds mondial de lutte contre le sida, c'est le ministère de la Santé, c'est les autres partenaires, MSF Belgique, la communauté Saint-Egidio. Tous ces partenaires nous accompagnent dans la lutte. Aujourd'hui, nous avons une prise en charge de qualité et nous pouvons rassurer les patients qu'ils peuvent continuer à aller dans leur site de prise en charge pour avoir leur traitement. Merci beaucoup, Dr Youssouf Koïta. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de lutte contre le sida et les hépatites. Merci d'être passé dans cette édition. Alors, pour être plus complet, cette journée est placée sous le signe de la responsabilité individuelle et collective. Il faut prendre des engagements forts. C'est ce qu'a fait la Fondation Prosmi. Elle a distribué des livrets de prévention et des denrées alimentaires à quelques malades. Une démarche soutenue par la représentation diplomatique chinoise en Guinée. Diamo Kabar. La lutte contre le VIH-Sida est un enjeu majeur au cœur des priorités de la Fondation Prosmi de la Première Dame de la République. La stratégie privilégiée cette année est la distribution des denrées alimentaires en faveur des personnes vivant avec la maladie. Par cette remise, Prosmi et l'ambassade de Chine en Guinée harmonisent leurs efforts pour montrer leur solidarité face à la pandémie du VIH-Sida. Je ne peux que remercier d'abord la Fondation Prosmi, précisément la Première Dame, qui a beaucoup pensé cette fois-ci aux personnes vulnérables, les personnes vivant avec ce VIH-Sida. Je pense bien, dans le cadre de la célébration de cette année, ça va beaucoup soulager les malades. Concernant notre action d'aujourd'hui, nous sommes tournés cette fois-ci vers les écoles pour justement aider à l'éducation civique, l'éducation sanitaire vis-à-vis de ce virus qui sévit depuis les années. Avec un taux de prévalence de 1,5%, c'est un combat au quotidien, même si de nos jours, les traitements antirétroviraux s'améliorent. Pour conscientiser l'opinion sur les risques du sida, la Fondation Prosmi de la Première Dame met à la disposition des autorités du système éducatif guinéen des guides de prévention contre les infections en milieu scolaire. La Première Dame, elle a toujours œuvré à nos côtés sur le plan sanitaire. Nous avons reçu ces produits, boum, au moment des examens. Nous avons reçu tout ce que nous demandons sur le plan de la santé au niveau des écoles. En confectionnant des livrets que nous avons mis à la disposition du ministère de l'Éducation, nous avons l'intention de profiter de la rentrée scolaire d'aujourd'hui pour continuer à sensibiliser les élèves qui constituent une couche très très vulnérable. Cette journée de solidarité mondiale envers des personnes vivant avec le sida est depuis des années un combat de la Première Dame pour stopper la transmission de cette pandémie. La vision de Adjadjene Kondé est de réduire le taux de prévalence du VIH-Sida en favorisant l'accès au traitement. Puisqu'on parle de la Fondation Prosmi, une famille sollicite son aide dans la prise en charge de bébés siamois nés avant-hier dans la sous-préfecture de Passaya. Les frères siamois se trouvent actuellement à l'hôpital régional de Farana. La maman, hélas, n'a pas survécu à l'accouchement. Je vous propose de suivre les explications de Awa Keita, la présidente de l'association Aide pour la promotion de la femme. Les enfants là sont nos cousins. Bon, l'appel que j'ai lancé, notre appel va directement à la Première Dame, qui est aujourd'hui la maman de toutes les femmes guinéennes et la mère de tous les enfants guinéens. De fait, nous demandons à sa fondation de nous venir en aide, parce qu'on sait que ce n'est pas la première fois qu'il y a les parents à cette situation-là, dans des situations comme ça. Elle en a beaucoup fait et nous aussi nous profitons de votre micro et de la télévision guinéenne pour demander à la remercier d'abord de ce qu'elle a fait pour les autres et de faire la même chose aussi pour nous, pour le soutien, pour qu'on puisse faire, séparer les enfants là d'abord, parce que dès que les enfants se tirent là et commencent à pleurer, ça leur fait mal. De fait, dès qu'un enfant tire l'autre, l'autre est en train de pleurer. De fait, ça nous écoeure beaucoup. En plus, leur problème de nourriture, parce que leur maman est décédée. Nous sommes en train de les nourrir artificiellement. Et tout le monde sait combien de fois ça c'est très coûteux pour la famille, parce que leur papa est agriculteur. Et ils sont à Sungbanya, à 60 km de Farana et 15 km de leur sous-préfecture qui est Passaya.
Une autre journée internationale en vue, celle du volontariat, ce sera le 5 décembre. En attendant, l'heure est à la vulgarisation des expériences tirées du projet Avenir. Bernard Tonguino. Cette rencontre se veut un véritable espace de partage d'expériences. Volontaires guinéens et européens veulent consolider des acquis, notamment ceux de la lutte contre le coronavirus. Et pendant que nous sommes en train de mettre en œuvre le projet, vraiment on fait face à la crise sanitaire Covid-19. Et donc cela a permis en fait de mobiliser des volontaires locaux et internationaux européens notamment sur des aspects précis. Donc nous avons apporté une réponse au niveau de l'engagement volontaire et bénévole à cette pandémie planétaire. Nous pouvons, volontaires européens, apporter une certaine technicité dans le travail et dans la définition de l'humanitaire. Et les volontaires nationaux guinéens ont pu nous apporter, eux, leur technicité quant au travail en Guinée, l'interculturalité et vraiment faciliter énormément notre travail. Exécuté par France Volontaire, le projet Avenir a permis d'améliorer la résilience des communautés locales face aux risques épidémiques et autres crises naturelles. Une belle expérience qui interpelle désormais les décideurs sur l'apport du volontariat dans le développement socio-économique du pays. Nous sommes très contents de ce qui a été fait sur le terrain et ces expériences-là, nous devons les démultiplier pour avoir encore des centaines de volontaires, surtout quand il est question de résilience, avec les catastrophes, avec tout ce que nous avons aujourd'hui dans nos communautés. Il faudrait que nos communautés soient préparées à la résilience. Au-delà du Covid-19, l'action conjointe des volontaires nationaux et internationaux a également permis la réalisation d'autres chantiers. Il s'agit notamment du reboisement des berges du fleuve Niger, le renforcement des capacités des structures de prévention de l'insécurité alimentaire et l'accompagnement communautaire dans les services sociaux de base. En page noire, le contre-amiral Alexis Maomou a rejoint cet après-midi sa dernière demeure, mais avant il a reçu les honneurs militaires dus à son rang. Le cérémonial militaire s'est déroulé au camp Samori, sergent-chef Alassane Diaby de la presse militaire. Je voudrais tout d'abord attirer l'attention des uns et des autres sur l'importance des réformes engagées. Contre-amiral Koué Alexis Maoumou, chef d'état-major de l'armée de mer, nous quitte pour toujours, décédé à Conakry des suites d'un arrêt cardiaque mardi le 24 novembre à son bureau à l'âge de 58 ans. En hommage à sa mémoire, un cérémonial militaire est organisé par le ministère de la Défense nationale. Pour tes proches, l'avenir prédisait l'atteinte de l'apogée parmi tes siens. Par analogie, ta nomination au poste de chef d'état-major de l'armée de mer et ton élévation au grade de contre-amiral n'étaient nul des faits du hasard, mais plutôt prédisposés par la grâce divine et la bienveillance de la haute hiérarchie, aussi bien civile que militaire. Papa, au-delà de mes larmes, je suis fier de toi, fier de ta carrière militaire et j'espère en faire autant ou plus par la grâce de Dieu et le concours de tes compagnons d'armes, notamment la promotion 90, la 5e promotion de l'école militaire interarmée, les autorités de la marine et toute l'armée guinéenne. Ingénieur aménagiste pointu, cet officier a fait ses premiers pas dans l'armée guinéenne en 1990. Il y a occupé plusieurs fonctions, dont la plus haute est celle du chef d'état-major de l'armée de mer. Il s'est toujours distingué par ses qualités de rassembleur, de commandeur, de diseur de bonnes paroles, d'un homme calme, en un mot, un sage. Il faut de grandes pages pour décrire les œuvres de cet homme. Un patriote qui a fait preuve dans plusieurs postes de commandement pour assurer la stabilité de l'armée de mer. Originaire de la région forestière, contre-amiral Koué Alexis Maoumou a regagné sa dernière demeure ce mardi 1er décembre à Yataya Fossidé après une messe funéraire. Il laisse une veuve et 3 enfants. Paix à l'âme du défunt. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.